Et oui, encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, votre Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Est-ce que vous croyez que vous êtes la seule personne qui consomme du cannabis sur votre rue? Cela serait une erreur de vous croire seul dans votre coin. Pourquoi je dis ça? C'est que juste pour le deuxième trimestre de 2022, les Canadiennes et les Canadiens ont englouti presque 2 milliards de dollars dans leur achat de cannabis, soit une augmentation de 6 % comparée à la même période pour l'année précédente. Ça en fait du pot dont les prix sont à la baisse depuis le début de la légalisation. Il est de plus en plus facile de s'en procurer d'ailleurs. Il suffit de penser à l'initiative omnicanal de la SQDC. Les projections les plus optimistes annoncent un marché légal de plus de 8 milliards de dollars pour 2023 au Canada, ainsi qu'un recul des ventes de l'ensemble des marchés illicites. Cela va faire combien de tonnes de plastique en emballage de toutes sortes? Difficile de savoir, mais au moment où la Californie vient tout juste de passer une nouvelle loi sur la prévention de la pollution au plastique, qui pourrait avoir un impact sur l'industrie du cannabis, le Québec et le Canada sont totalement muets sur le sujet. L'être humain a marché sur la Lune, mais nous serions incapables de faire un emballage de papier sécuritaire pour les enfants. Ainsi va la vie commerciale. OK, une seconde. Vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot sans invité, je commence toujours par un café. Une seconde. Hé, MJ! Ouais. On m'a parlé de toi cette semaine. On me demande quand tu reviens pour faire une critique. OK. Je disais quoi? Ah oui, ainsi va la vie commerciale. Et parlant de vie commerciale, vous avez vu comment les cigarettiers tentent de se réinventer? On peut regarder les activités de British American Tobacco, dont l'acronyme est BAT, ça s'invente pas. Un café, un bat, comme dirait Pépé et sa guitare. Eh bien, BAT a investi dans le CBD en 2021 et elle a pris une participation de 20 % dans la société canadienne Organigramme pour la modique somme de 195 millions de dollars canadiens. Le projet de BAT avec Organigramme est de créer un centre d'excellence, rien de moins, pour concevoir une nouvelle génération de produits de cannabis. Mais BAT ne s'est pas arrêtée là, évidemment, car elle a aussi investi dans la compagnie Trait Biosciences de Vancouver et dans Canva, K-A-N-V-A-S, une société de la Californie spécialisée, comme par hasard, dans le cannabis et le vapotage à la nicotine. Mais BAT investit également en Europe, hein? Ses compétiteurs, comme Philip Morris et Altria, font la même chose. Évidemment, toutes ces sociétés font depuis des décennies ce que l'industrie du cannabis tente de réinventer depuis le début de la légalisation. Les cigarettiers ont su créer des réseaux de distribution légaux et illégaux très efficaces. Est-ce que les cigarettiers, avec leur investissement massif, veulent sauver l'industrie du cannabis? Je ne crois pas. Cette industrie du tabac est elle-même en mode de survie et doit se tourner vers des marchés moins réglementés pour maintenir ses profits. On peut penser notamment à l'Asie et à l'Afrique. Hein? Survivre semble être le genre de progrès visible dans l'industrie canadienne du cannabis. Vous avez vu que Canopy stoppait ses activités de vente au détail en magasin au Canada? Voici ce qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux et dans la presse imprimée. Cette annonce renforce la volonté de l'entreprise de progresser sur la voie de la rentabilité en tant qu'entreprise de cannabis et de produits de consommation courante axée sur les marques de qualité supérieure. Fin de la citation. Les revenus nets de Canopy ont baissé de presque 20 % pour le premier trimestre de 2022 comparé à celui de 2021. Le géant canadien, ou ce qu'il en reste, a expliqué que cela était dû en partie à une diminution des ventes de fleurs de valeur sur le marché canadien du cannabis récréatif en raison d'une transition commerciale délibérée
visant à se concentrer sur des produits à marge plus élevée, de qualité supérieure et grand public. Fin de la deuxième citation. Au passage, ce nouveau brassage de cartes par Canopy l'a forcé à mettre fin à son partenariat avec Alimentation Couche-Tard pour tout ce qui concerne la marque Tweed en Ontario. Alors, parce qu'on flâne encore une fois aujourd'hui, on va aller faire un petit tour en France. C'est que les maires français devraient faire réfléchir les politiciens québécois. C'est qu'ils disent on ne sait pas ce que fument nos enfants. Et au moment d'écrire ces lignes, c'est le jour de vote au Québec et la CAQ sera de retour pour 4 ans avec sa politique qui déclare inapte les adultes âgés de 18 à 21 ans. Qu'ils soient forcés d'acheter sur le marché noir n'émeut personne et s'ils en gardent des séquelles, eh bien, ça sera la faute à pas de chance. Je ne dis pas que fumer un joint est bon pour la santé, mais fumer un morceau de pneu est forcément plus mauvais, a déclaré un intervenant français. On les adore, ces Français qui ont le gros bon sens de la répartie. Juste une seconde. Merci, MJ. Oh, c'est bon, ça. Merci encore, MJ, très bon. Oh, avant que j'oublie, j'ai lu un machin absolument incroyable cette semaine et j'ai pensé à vous. Comment on peut faire pour vérifier les effets médicinaux du cannabis sur l'organisme humain? Vous et moi, nous connaissons la loi de l'effet qui explique partiellement la difficulté de prouver les effets d'entourage du cannabis. C'est que l'on tombe en plein dans la nature subjective de l'expérience humaine. Comment tester des dizaines de molécules différentes quand on sait que le moment de la consommation, l'état d'esprit de la personne et ce qu'elle a mangé la veille peuvent avoir un impact sur les effets du cannabis? Eh bien, des chercheurs ont trouvé une façon de tester le cannabis sur un tout petit verre qui mesure à peine 1 millimètre. Ce verre est transparent et non parasitaire. Eh bien, il s'appelle C. elegans. C pour l'abréviation d'un mot latin très très long, et elegans, E-L-E-G-A-N-S. Je ne sais pas si on prononce les S, mais je trouve que dire « c'est élégant » va très bien au cannabis. Eh bien, les scientifiques s'intéressent à ce petit verre depuis 1949. Donc, rien de nouveau sous le soleil, mais il s'agit d'un remix intéressant dans le contexte de l'étude de l'effet d'entourage. Le C. elegans est présent dans le compost où il se nourrit de bactéries. Il semblerait que ce petit verre constitue un système de test objectif qui permettrait d'identifier les composés de cannabis actifs dans les effets d'entourage, mais également de comparer entre eux différents cultivars. Le C. elegans possède un système nerveux complet et son très petit cycle de vie est idéal pour ce genre d'études. Il n'a pas de récepteurs CB1 et CB2, mais les chercheurs auraient trouvé d'autres méthodes pour mesurer ce qui les intéresse. La conclusion du papier est claire, et là, j'y vais plus ou moins texto. En utilisant C. elegans, nous avons pu distinguer objectivement les différents effets des différentes variétés malgré leur teneur en cannabinoïdes. C. elegans pourrait être un système de test utile pour étudier les effets de l'entourage pour des programmes de sélection de cannabis médicinal ciblés et le développement de produits. Intéressant, non? Et parce que nous flânons encore une fois aujourd'hui, je vous propose un détour par Amsterdam. Pourquoi? Parce qu'une fois en France, on passe en Belgique, on se trompe de route et pouf, on se retrouve dans un autre pays. Et cette fois-ci, on va en Hollande, aux Pays-Bas, où le conseil municipal de Amsterdam entend voter contre l'interdiction d'accueillir des touristes dans leurs 166 coffee shops. Ce sont les endroits où on peut aller acheter le cannabis sous forme de fleurs ou sous forme de hache. Je me souviens d'un endroit où j'allais où il y avait toujours un énorme bloc de cannabis sur un calorifère à l'eau chaude. Le coffee shop sentait très très bon et la matière était toujours prête à être coupée très efficacement parce qu'elle était déjà molle, maintenue à une belle température. Pourquoi ce vote à Amsterdam cette semaine? C'est que la maire de la ville a proposé au mois d'avril déjà une interdiction temporaire pour les non-résidents de la ville d'Amsterdam. Depuis 2013, il y a déjà une loi qui interdit l'accès des coffee shops aux non-résidents sur tout le territoire national, mais Amsterdam, tourisme oblige,
bénéficie d'une loi d'exception. Il y a ici, évidemment, deux discussions de fond qui se superposent. La première discussion concerne la criminalité qui est encouragée par le système hollandais, qui rend légal dans les coffee shops ce qui est illégal dans la rue d'en avant ou d'en arrière, par où le stock va rentrer. La deuxième discussion concerne le tourisme de masse, qui est remis en cause dans plusieurs grandes villes européennes. Venise vient immédiatement à l'esprit. À court terme, il y a peu de chances pour que les touristes se voient interdits d'accès aux coffee shops. À long terme, c'est une discussion à suivre, car elle pourrait, au Canada, au Québec, nous éclairer sur le type de politique à adopter pour les cannabistros qui ne manqueront pas d'apparaître dans un futur plus ou moins proche. Désolé. Encore quelques traces de mon rhume attrapé à l'Expo Cannabis Montréal. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Santé Canada continue de vendre des licences de production? Alors que l'industrie canadienne du cannabis est en surproduction depuis 2019, début 2019. On peut penser à la liberté d'entreprendre. Peut-être bien. Mais si vous tentez d'obtenir un permis de vente d'alcool à Montréal, par exemple, le législateur peut regarder l'offre existante dans le quartier où vous désirez ouvrir votre commerce et vous refuser le permis s'il y a déjà des commerces similaires à proximité. En tout cas, c'était comme ça il y a quelques années. Mais chaque semaine, il y a une demi-douzaine de licences octroyées par Santé Canada, dont beaucoup de licences de microproduction. Comment vont-ils se débrouiller, ces gens, ces braves gens, dans le contexte actuel où la SQDC doit mettre des produits en rotation pour octroyer les maigres places disponibles dans ses points de vente? Là aussi, on peut regarder ailleurs pour voir quel genre d'initiative existe. L'Oregon est un bel exemple. Si l'Oregon est le premier État américain à inviter des non-résidents déjà en 2016, à investir dans leur industrie du cannabis, depuis, le vent a changé de direction. L'Oregon met un stop à la création de nouvelles entreprises. Après une première pause en 2018 et une seconde en 2019, les leaders de l'industrie déjà en place font un énorme lobbying et obtiennent un moratoire très musclé sur l'émission de nouvelles licences. L'Oregon Liquor Control Commission, l'OLCC, a même commencé à interdire la revente des licences par leurs propriétaires. Cela favorise qui? On peut penser que les grands joueurs, ceux qui sont déjà en place, les traditionnels, ne veulent pas voir une deuxième vague de propriétaires. On peut penser à Big Pharma ou Big Tabac, qui peuvent leur faire une concurrence réelle avec des investissements massifs qui mettraient à mal leur dominance dans un marché en perte de vitesse. OK, on change de registre complètement. Est-ce que vous consommez du CBD? Le CBD a le vent dans les voiles. Si vous suivez l'actualité, vous savez aussi par contre que la qualité générale des produits disponibles est critiquée partout. Cette situation me rappelle la vague de produits sans cholestérol des années 80. Je me souviens même d'une marque de dentifrice sans cholestérol. Eh bien, le CBD est emporté par un buzz similaire et cela favorise l'apparition de marques bidons, je vais le dire gentiment, des marques bidons qui surfent sur la demande en croissance et l'absence d'une réglementation efficace pour protéger les consommateurs. Une étude publiée en juin 2022 par la Johns Hopkins Medicine a démontré que les produits de CBD vendus aux États-Unis sont systématiquement mal étiquetés et certains contenaient même du THC. Moins du quart des 105 produits testés étaient étiquetés correctement. Donc, plus des 3/4 des produits auraient dû faire l'objet d'un rappel. La solution? Ce que j'entends aux États-Unis, c'est que l'on songe à forcer les fabricants à produire leur CBD à la norme GMP, les fameuses Good Manufacturing Practices, qui éliminent théoriquement les risques de fraude, de contamination croisée et également les erreurs d'étiquetage. Est-il raisonnable de s'attendre à ce que l'industrie canadienne du CBD soit un jour forcée de produire aux normes GMP? À court terme, je ne crois pas du tout. Il va falloir un scandale d'envergure pour arriver rapidement à un tel changement. Un scandale ou une mort.
On peut tromper les consommateurs très longtemps au Canada. Il suffit de regarder les scandales à répétition dans le miel ou le poisson, par exemple. Mais le cannabis n'aura jamais un regard aussi bienveillant du législateur. Et c'est peut-être ce qui va sauver les consommateurs et, quelque part, les joueurs sérieux qui font des bons produits. Ce n'est pas un quiz, mais est-ce que vous savez quel pays a légalisé le cannabis avant le Canada? L'Uruguay, bien sûr. Et que savons-nous des succès de cette légalisation? Pour ne pas avoir su proposer une offre vraiment diversifiée, il semble que l'immense majorité des consommateurs de l'Uruguay préfèrent acheter des produits du marché noir. En Uruguay, on peut aujourd'hui se procurer du cannabis à la pharmacie, mais également dans une sorte de club social de cannabis qui offre plus de variétés que la pharmacie. On peut également faire pousser des plants à la maison. Alors les gens préfèrent les clubs sociaux de cannabis qui offrent plus de variétés. Mais pour devenir membre d'un de ces 249 clubs de consommateurs, ça prend du temps, car la loi limite le nombre de membres par club, soit entre 10 et 45 personnes. Par contre, il y a 14 000 personnes qui font pousser légalement des plants à la maison, ce que le gouvernement de la CAQ interdit au Québec. Ce qu'il peut encore faire. Nous attendons tous le jugement de la Cour suprême. D'ailleurs, si je vous demandais, avez-vous une opinion? Pensez-vous que la Cour suprême va permettre aux Québécois de faire pousser du cannabis? Si vous avez une réponse, écrivez-moi, lucprévost@hotmail.com. Alors, au final, à peine 27 % des citoyens de l'Uruguay achèteraient leur cannabis dans le marché légal. 27 %. Si on compare avec les pires chiffres disponibles pour le Canada, on peut affirmer que le marché noir a beaucoup plus reculé ici qu'en Uruguay. C'est, il me semble, une très bonne chose. Et parce qu'on est en Amérique du Sud, vous le savez peut-être, il y a eu des élections au Brésil dimanche passé, et il y aurait des tonnes de choses à dire sur les impacts que le deuxième tour pourrait avoir sur le cannabis dans ce pays. Maconha, baseado, sont des mots que vous entendrez si vous allez faire un tour là-bas et que vous cherchez de la substance. Mais en attendant que les Brésiliens décident de leur futur, on peut revenir en Europe et regarder ce qui se passe en Italie. Il y a une dame qui fait beaucoup parler d'elle, ouais. On accuse Giorgia Meloni de tous les maux, à tort ou à raison. Je n'ai même pas une ovni, une opinion vulgaire non informée à vous proposer sur elle, rien. Mais parce que nous sommes entre nous et que nous aimons tous le cannabis sur ce podcast, on peut on peut parler de son papa. Eh oui, Francesco Meloni, lui aussi, aime beaucoup le cannabis. Trop en fait, car il a été arrêté le 25 septembre 1995 pour avoir transporté rien de moins que 1500 kilos de hash sur un bateau. Il a été condamné à 9 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Quelle sera la position de sa fille sur la légalisation du cannabis en Italie? Là aussi, je n'en sais rien, mais il est clair que l'histoire familiale va réapparaître dans les prochains mois. Nous avons parlé des consommateurs de cannabis en Uruguay qui font pousser leurs plants à la maison. Et selon vous, combien de consommateurs canadiens de cannabis font pousser leurs 4 plants à la maison? Eh bien, selon une étude de 2019-2020, 10 % des Canadiens font pousser leur stock ou confient cette tâche à quelqu'un. Le fait de vivre dans une zone rurale serait un facteur important. S'agit-il davantage de culture extérieure? Impossible de le savoir. Mais quand je scanne les réseaux sociaux ici au Québec, je vois beaucoup de gens qui font pousser seulement 4 plants, mais des monstres qui poussent au soleil. Je mesure 1,96 m et certains de ces plants semblent être beaucoup plus grands que moi. D'ailleurs, nous sommes à l'époque de l'année où beaucoup de gens se font également voler leurs plants. Si vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas, lucprévost@hotmail.com. Et parce qu'on flâne, je me permets de revenir sur les rythmes circadiens que nous avons évoqués dans un épisode récent sur le sommeil. Il n'y a pas de rapport direct avec le cannabis, mais j'ai été surpris d'apprendre dans une recherche récente que, et là je cite plus ou moins texto, que la perturbation chronique du rythme circadien a considérablement augmenté la croissance du cancer du poumon dans des modèles animaux. En identifiant les gènes impliqués, les chercheurs mettent en lumière le lien mystérieux qui existe
entre nos habitudes de sommeil et la maladie, ce qui pourrait permettre de développer des traitements plus ciblés contre le cancer et de mieux surveiller les groupes à haut risque. » Fin de la citation. Évidemment, ça nous rappelle que le cannabis est extraordinaire pour le sommeil. On sait aussi, par ailleurs, que les travailleurs qui subissent des horaires de sommeil perturbés, ceux qui travaillent sur des horaires de jour suivis d'horaires de nuit, eh bien, ces travailleurs, travailleuses ont des taux de cancer plus élevés. Bon, je vais mieux, mais je m'étiole quand même rapidement. Juste une seconde. Hé, MJ, t'es sous. Je te remercie pour tout, hein? Ouais, OK. OK. Je réalise que je ne suis pas encore revenu sur l'article publié la semaine passée. Vous savez, cet article de Daniel Renaud, le spécialiste de la mafia et des gangs au journal La Presse. Eh bien, M. Renaud a publié le 26 septembre dans La Presse un article assez long qui n'était pas du domaine de l'opinion et sur le détournement du programme de cannabis médical par le crime organisé. Évidemment, les réactions ont fusé de partout. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la proposition de l'ADPQ, l'Association des directeurs de police du Québec, qui désirait vouloir protéger les Québécois malades en les envoyant à la SQDC. Quelle erreur dramatique, hein? Eh bien, la SQDC aurait réagi dans une mission de radio, mais je n'ai pas su l'écouter. Mais d'autres groupes ont pris leur plume pour expliquer leur position. Et je pense, entre autres, à M. Bertrand Bolduc, qui est le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Je ne remets absolument pas en cause la bonne foi de l'Ordre et de son président. Mais l'occasion pour eux était parfaite pour exposer leur position à la population. Et je dis la population car le législateur québécois connaît très bien la position des pharmaciens, qui sont parmi les plus grands lobbyistes au Québec. J'en ai d'ailleurs longuement parlé dans l'épisode 33 consacré au lobbying. M. Bolduc a eu une phrase très forte et très juste, selon moi. Voici ce qu'il dit. « Dans le système actuel, une fois la prescription de cannabis obtenue, le patient est littéralement laissé à lui-même et doit trouver une façon pour obtenir son produit. » Fin de la citation. Comment cela est-il possible dans un pays du G7? Ça défie l'entendement. Et M. Bolduc ne lâche pas le morceau et il continue son explication en disant ceci. La production doit être mieux encadrée et l'avenir de la distribution se passe en pharmacie. Ne laissons pas d'ouverture au crime organisé et utilisons nos professionnels pour mieux soigner la population comme nous le faisons déjà pour les médicaments traditionnels. Ça tombe sous le sens. Fin de la citation. Je disais il y a à peine quelques minutes que les produits de CBD vendus aux États-Unis étaient systématiquement mal étiquetés. On parle de plus de 75% des produits. Si les produits de CBD étaient vendus en pharmacie au Québec, un client qui consommerait un mauvais produit pourrait avoir un recours direct contre le pharmacien. Personne ne souhaite cela, sûrement pas moi en tout cas. Mais un peu d'imputabilité dans la chaîne de production serait une bonne nouvelle pour tout le monde, mais surtout pour les personnes malades. La distribution en pharmacie ne règle pas tout. Il suffit de penser au dossier de la mélatonine où l'appât du gain est plus grand que la plus élémentaire des prudences. Et avant la mélatonine, c'était les cigarettes. Le pharmacien est avant tout, en 2022, un commerçant. La superficie de leur commerce est éloquente quand on compare avec la pharmacie française ou belge, par exemple. Et oui, vendre des chips, ça prend de la place. Mais, la distribution en pharmacie des produits de cannabis pourrait être une bonne idée si et uniquement si ces produits restent abordables, ce qui n'est pas évident. Dans ce large contexte, il faut aussi peut-être commencer à penser au rôle de Santé Canada et à son absence de leadership. Encore une fois, la presse s'illustre avec son journaliste Philippe Mercure, qui pousse gentiment la candidature qui n'a rien de spontané des pharmaciens, dans un autre article sur l'inefficacité de Santé Canada. C'est de bonne guerre, hein? Les pharmaciens sont aussi de très bons annonceurs. Mercure explique très bien comment Santé Canada a ignoré le plaidoyer des policiers québécois qui ont envoyé, juste l'année passée, en 2021,
2950 communications à Santé Canada pour les avertir des dangers. Difficile d'en faire plus. Et voilà. C'était le 121e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire. lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Et si vous avez une chance, je vous invite à venir faire un tour sur www.bonstock.québec. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.